Bonjour. Toujours dans le cadre du chapitre 3, évolution d'une particule quantique dans un potentiel, je vais faire aujourd'hui le troisième paragraphe, puis de potentiel infini. Donc, je rappelle que j'ai déjà fait le premier paragraphe, marge de potentiel, et le deuxième cas, le cas de la barrière de potentiel. Alors, je vais commencer par donner le modèle du puits de potentiel infini. Voilà, si je considère dans un système unidirectionnel une particule quantique qui peut se déplacer suivant la direction x, cette particule est soumise à un champ de force qui dérive d'une énergie potentielle V de x, qui est représentée, donc l'énergie potentielle dont dérive le champ de force, à l'allure suivante. Donc, ça varie de V0 jusqu'à 0 dans la région comprise entre 0 et A. Donc, cette région comprise entre 0 et A s'appelle puits de potentiel. Alors, si j'appelle E l'énergie de la particule, si cette énergie E est très petite devant la profondeur du puits de potentiel, et si la distance D, qui représente la variation, le domaine, si vous voulez, de variation de l'énergie potentielle de la valeur V0 à la valeur nulle, est très petite devant la longueur d'onde du degré qui caractérise la particule, alors on peut modéliser cette forme du potentiel de la façon suivante. Donc, je peux le représenter comme ce cas de figure où le potentiel il est infini dans la région x inférieure à 0 et x supérieur à a, et il est nul dans la région entre 0 et a, et on dit qu'on a un puits de potentiel infini, voilà un puits de potentiel infiniment profond. Alors, on se propose dans cette vidéo d'étudier l'état de déterminer l'état de cette particule dans un tel système. Alors, toujours pour déterminer l'état d'une particule quantique, on va la caractériser par une fonction d'onde. On va travailler toujours avec des fonctions d'onde qui caractérisent des états stationnaires, tels que la fonction psi de x et de t, s'écrit toujours sous la forme d'une fonction spatiale phi de x multipliée par une fonction temporelle exponentielle moins IE sur h bar fois t. La fonction phi de x est toujours une solution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps, qui est la suivante. Voilà, donc le système, voilà, ce qui est demandé, c'est ça. On cherche à déterminer la fonction d'onde dans les différentes régions. Donc, il suffit de faire la résolution de cette équation de Schrödinger dans les trois régions. Alors, si je commence par la première région et la troisième région à la fois, puisqu'ils portent là, on a la même valeur du potentiel, V infini. Alors, si V est infini, donc ceci exige que la fonction d'onde phi de x soit égale à 0. Donc, les régions 1 et 3, où le potentiel est infini, sont interdites sont interdites à la particule quantique, et dans ces régions-là, on a psi de x et de t qui est identiquement nul. Donc là, la particule ne peut pas exister dans ces régions 1 et 3, elle ne peut exister que dans la région 2. Donc on dit qu'on a une particule confinée dans un puits de potentiel. Donc là, vous comprenez bien sûr ce mot, puisque vous êtes en train de vivre la situation. Donc vous êtes en état de confinement chez vous. Donc là, je vous rappelle de rester chez vous et ne pas sortir. D'accord? Donc pour votre santé et pour la santé de tous vos proches. Voilà, donc je reviens. Donc voilà, comme j'ai dit, on se propose de faire la résolution de l'équation de Schrödinger, chercher la fonction d'onde dans cette deuxième région, dans ce puits de potentiel. Et donc, il faut faire la résolution de l'équation de Schrödinger dans cette région-là. Donc, voilà, c'est ce qu'on veut chercher. Donc, il suffit que dans cette équation de Schrödinger, remplacer V de x par la valeur du potentiel qui est égale à 0 ici. Donc, l'équation s'écrit d de phi sur dx au carré plus k au carré fois phi de x égale à 0. Donc, là, on fait intervenir une constante k qui est égale à la racine de 2e sur h bar. Voilà, donc d'après la forme qu'on a ici, c'est une équation différentielle d'un oscillateur harmonique. On a déjà vu cette forme-là avant. La solution en adoptant la notation complexe, elle va s'écrire sous la forme d'une somme de deux termes
A exponentielle IKX, qui représente une OPPM qui se propage dans le sens x croissant, plus B exponentielle moins IKX, qui représente une OPPM qui se propage dans le sens x décroissant. Donc là, phi de x s'écrit sous la forme d'une superposition de deux OPPM qui se dirigent, qui se propagent dans des sens opposés. A et B sont des constantes d'intégration qu'on va essayer de chercher à partir des conditions aux limites du puits x égale à 0, x égale à a. Donc, les conditions aux limites sont la continuité de la fonction d'onde phi en x égale à 0 et en x égale à a. Donc, phi en x égale à 0 plus du côté puits de potentiel égale phi en x égale à 0 moins à l'extérieur qui est nul. Et phi en x égale à a moins du côté puits de potentiel égale phi en x égale à a plus à l'extérieur qui est aussi égal à 0. Alors, la première relation, il suffit de remplacer ici x par 0. Donc, on va trouver a plus b égale à 0. Donc, b égale à moins a. Donc, si je remplace b par moins a, je vais trouver que phi de x égale à a exponentielle ikx moins exponentielle moins ikx. Donc, là, ça nous rappelle la fonction sinus. Donc, ceci égale 2ia sinus kx. Donc, a, c'est une constante multipliée par 2i. C'est toujours une constante que je vais appeler c. Donc là, je vais appeler 2ia une autre constante c. Et dans ce cas-là, la fonction phi de x serait égale c sinus kx. Alors, en utilisant maintenant la deuxième condition aux limites, continuité en x égale à a, c sinus ka égale à 0. Donc là, bien sûr, le c ne doit pas être égal à 0 parce que si c égale à 0, donc phi de x égale à 0, on obtient une fonction d'onde qui est identiquement nulle partout. Donc on n'a rien. Donc il faut que le c soit différent de 0 et c'est le sinus ka qui doit être égal à 0. Alors sinus ka égale à 0, ça veut dire que ka égale à np. Donc k égale np sur a. Avec n, c'est un entier naturel qui est non nul. Parce que aussi, si n égale à 0, le k serait égal à 0. Et si le k égale à 0, donc phi de x, sinus 0 égale à 0, donc phi de x égale à 0. Donc, kif, ça donne une fonction identiquement nulle. Donc, c'est rien aussi. Donc, le cas n, donc le cas, il est quantifié. Donc, le cas ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Donc, il prend des valeurs discrétisées. On dit aussi qu'il est quantifié par l'intermédiaire de cet entier n. Alors là, le cas, c'est le module du vecteur d'onde. On peut parler aussi, on peut déterminer la longueur d'onde associée. Lambda égale à 2pi sur k. Donc, avec la valeur donnée de k, donc voilà, lambda égale 2a sur n. Donc, aussi, la longueur d'onde est quantifiée. Donc là, ce n'est pas n'importe quelle onde qui peut exister à l'intérieur de ce puits de potentiel. Ou encore, donc à partir de cette relation, je peux dire que A, qui est l'extension du puits de potentiel, s'écrit n fois lambda n sur 2. Donc, le A, c'est un multiple. Le A, c'est un multiple de lambda sur 2. Donc là, ce résultat, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose dans le domaine de la physique des ondes. D'accord? Bon, je vais revenir à ça après. Voilà, donc, si je remplace k par son expression, le phi n de x est égal à c, sinus k nx, qui est égal à c sinus np sur a fois x. Donc là, normalement, vous allez me poser une question. Normalement, vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas utilisé, comme dans le cas de la barrière et de la marge de potentiel, la continuité de la dérivée de la fonction d'onde. Voilà, je l'ai fait sous forme de remarque. Tout simplement, les dérivées des fonctions d'onde phi' de n, phi' n de x ne sont pas continues en x égale à 0 et x égale à a en raison de la discontinuité d'amplitude infinie du potentiel en ces points. Alors, si je reviens au cas de la marche et de la barrière de potentiel, le potentiel, il varie par exemple de 0 jusqu'à V0. Alors, de 0 à V0, donc on a une discontinuité, mais cette discontinuité est finie. Alors, dans ce cas de figure, dans des situations analogues, si le potentiel subit une discontinuité finie, d'une valeur à une valeur bien déterminée, donc on a à la fois continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée.
Alors, dans notre cas ici, dans le cas de puits de potentiel infini, le potentiel, il passe d'une valeur nulle à une valeur qui est infinie. Donc, on dit qu'on a une discontinuité d'amplitude infinie. Et dans ce cas de figure, on a uniquement continuité de la fonction d'onde. La dérivée n'est pas continue. Alors, vous allez me dire aussi, là aussi, comment on va déterminer la constante C? Voilà, tout simplement, la constante C, on va la déterminer à partir de la condition de normalisation, qui est l'intégrale de 0 à 1, la somme de toutes les probabilités dans le domaine du puits de potentiel A, c'est égal à 1. Donc, il suffit de faire le module, donc le module au carré de cette quantité-là. Donc, C carré, l'intégrale de 0 à A, sinus carré npi sur A fois x dx égale à 1 et chercher la constante C. Donc, pour faire, il suffit de faire le calcul de cette intégrale. Donc, pour cela, il suffit de faire la linéarisation de la fonction sinus carré ou encore en remarquant que A, c'est une période, en remarquant que petit a, c'est une période de la fonction sinus carré. Donc, 1 sur a, l'intégrale de 0 à a sinus carré npi sur a fois x dx, qui est la valeur moyenne, n'est autre que la définition de la valeur moyenne de la fonction sinus carré, c'est égal à n demi. Et de ce fait, la constante c est égale à racine de 2 sur a. Et voilà, en fin de compte, l'expression phi n de x qui est égale à racine de 2 sur a fois sinus npi sur a fois x. Donc, on remarque aussi que les fonctions d'onde sont quantifiées, sont discrétisées. Alors, bon, je vais le faire sous forme de remarque. Voilà, je rappelle la fonction d'onde qu'on a fait. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on a la solution, c'est la somme de deux exponentielles. Alors, puisque le résultat qu'on a trouvé ici, c'est une fonction sinus. Donc, dans ce cas, et dans ce cas uniquement, c'est-à-dire le cas du puits de potentiel infini, c'est permis d'écrire la solution, puisqu'on connaît que le résultat, c'est un final, c'est un sinus. Donc, rien n'empêche d'écrire que phi de x est égal à c sinus kx plus d cosinus kx. Et on fait la même procédure en utilisant les conditions aux limites, etc. Donc, on va trouver la même forme. Donc, en utilisant cette forme-là, c sinus plus d cosinus au lieu de la somme des deux exponentielles, tout simplement, ça va nous faire gagner quelques petites lignes de calcul, c'est tout. Voilà, et dans les corrections de concours, dans certains cours, vous pouvez trouver l'une ou l'autre des deux méthodes. Voilà, donc on a déterminé le vecteur d'onde, on a déterminé les fonctions d'onde. Donc là, je vais déterminer l'énergie. Donc l'énergie, dès le début, on a posé K égale racine de 2e sur H bar. D'autre part, on vient de montrer que K c'est égal à NP sur A. Donc en égalisant ces deux relations, on trouve que l'énergie E est égale à N au carré, Pi au carré, H bar carré sur 2m A au carré. Donc là encore, l'énergie, elle est quantifiée, elle est discrétisée, elle dépend du nombre quantique, du nombre de l'entier n. Donc voilà, donc tout à l'heure on a écrit le phi n de x. Si j'ajoute le terme temporel à ce phi n de x, on obtient toute la fonction d'onde psi n de x et de t, donc qui est égale à racine de 2 sur a sinus n pi sur a fois x, exponentielle moins IEN sur h bar avec EN, bien sûr, voilà son expression. Donc, kiff, kiff, voilà, vous voyez que la fonction d'onde aussi, elle est discrétisée. Alors, si je prends la notation réelle de ça, l'exponentielle, cette exponentielle, il suffit de la remplacer par un cosinus, et là, j'obtiens une fonction du temps sinusoïdale fois une fonction plutôt de x, un sinus d'une fonction de x, fois une fonction sinusoïdale du temps. Donc, cette forme-là, ça nous rappelle la forme des ondes stationnaires que vous avez vues dans la physique des ondes. Voilà. Donc là, faites attention, l'onde résultante, c'est pas une OPPM. On a écrit tout à l'heure que psi, c'est la somme de exponentielle IKX plus exponentielle moins IKX. Chacune, c'est une OPPM, mais là, la résultante n'est pas une OPPM, c'est une onde stationnaire.
Alors, on peut calculer aussi la densité de probabilité de présence, rho n de x, qui est égal au module de psi au carré. Donc, c'est psi fois psi conjugué. Donc, l'exponentielle, celle-là, elle va disparaître. Donc, c'est égal à 2 sur a, sinus carré n pi sur a fois x. Donc, là, on remarque que la densité de probabilité de présence est indépendante du temps. Donc, les états psi n sont des états stationnaires. Donc là, faites très attention. Parfois, la dernière fois, on a dit un état stationnaire et l'onde, c'est une OPPM. Là, l'onde n'est pas une OPPM, c'est une onde stationnaire. Et aussi, l'état, c'est un état stationnaire. Donc là, il ne faut pas faire de confusion pour le mot, surtout stationnaire. Voilà, donc ici, je représente à la fois l'énergie, les fonctions d'onde phi n de x et la densité de probabilité de présence pour certaines valeurs de n. Donc, par exemple, pour l'énergie, pour n égale à 1, l'énergie c'est égal à E1, n égale à 2, 4 E1, 9 E1, 16 E1, 25 E1, etc., suivant la valeur de n. Et les fonctions d'onde kiff-kiff donc, ne peuvent pas être n'importe. Donc, cette discrétisation, pour chaque valeur de lambda n, pour chaque valeur de n, j'ai une valeur de la longueur d'onde lambda n et aussi du vecteur d'onde kn. Donc, les formes des fonctions d'onde ne peuvent pas être quelconques, kiff-kiff aussi pour la densité de probabilité de présence. Donc là, je rappelle, par exemple, dans le cas de la marche et de la barrière de potentiel, toutes les valeurs de l'énergie, toutes les valeurs de K sont permises. Là, les valeurs de l'énergie ne sont pas... les énergies sont quantifiées et la particule ne peut pas avoir n'importe quelle valeur de l'énergie. Alors, à quoi est due cette quantification des fonctions d'onde, d'énergie, etc. Donc, c'est dû, physiquement, c'est dû au confinement de la particule quantique, au confinement du quantum. Donc, le confinement du quantum dans le puits de potentiel, c'est lui qui a abouti à la quantification des niveaux d'énergie et de ses fonctions d'état. Et ces fonctions d'état sont des fonctions qu'on appelle aussi des fonctions d'état liées. Mathématiquement, cette quantification elle est due aux conditions aux limites imposées par le système. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué vraiment des choses, même des notations que vous avez déjà vues avant. Donc, on peut dégager ici des analogies avec les ondes mécaniques. Donc, l'analogue de ça, par exemple, dans le domaine des ondes mécaniques, là, les étudiants de physique-chimie, de PC2, donc, normalement, vous avez vu le cas de la corde vibrante en ondes mécaniques. Lorsqu'on a une corde vibrante, le cas d'une particule quantique dans un puits de potentiel, les résultats sont à peu près similaires que le cas de la corde vibrante dont les extrémités sont fixes. Kiff-kiff, ce cas est similaire dans le cas des ondes électromagnétiques à une cavité, à une onde électromagnétique dans une cavité sans perte. Alors là, j'ai dit tout à l'heure que les énergies sont quantifiées, les valeurs de l'énergie sont quantifiées En. Alors le niveau n égale à 1, on appelle ça, tel que l'énergie c'est égal à n égale à 1, donc pi carré h bar carré sur 2m a carré, on l'appelle niveau fondamental. Les autres niveaux n supérieurs à 1, En égale n carré fois E1, sont appelés niveaux excités. Donc là, un résultat qu'on peut dégager, c'est que l'énergie d'une particule quantique ne peut pas être inférieure au niveau d'énergie fondamentale E1. Donc, contrairement au cas d'une particule classique. Donc là, une particule quantique dans un puits de potentiel infini, son énergie E1 du niveau fondamental, c'est l'énergie minimale. Elle ne peut pas avoir une énergie plus petite que ça. D'accord? Et ceci contrairement au cas classique. Si je jette une bille, une balle dans un puits, analogue à ça, la balle, elle peut être au repos, au fond du puits, donc elle peut avoir une énergie qui est nulle, carrément. Alors, cette énergie minimale que peut avoir la particule quantique, on l'appelle énergie de confinement ou encore énergie de localisation.
Voilà un autre résultat. Dans le puits de potentiel, la particule, le potentiel, l'énergie potentielle V de x, qui est dite tout court potentiel, V de x est égal à 0. Donc la particule, elle est libre, faites attention. Donc l'énergie totale de la particule, elle est sous forme cinétique. Et si je fais le lien avec les niveaux d'énergie, l'énergie E1, tous les niveaux, l'énergie En sont des énergies cinétiques, puisque V égale à 0. Donc E1, qui est l'énergie minimale, c'est une énergie cinétique. Donc de ce fait, une particule quantique confinée dans une boîte ne peut pas être au repos, puisque E1, qui est l'énergie minimale, c'est une énergie cinétique, donc qui est différente de 0. Donc, la particule confinée ne peut pas être au repos. Voilà, donc de nouveau l'expression de E1. Donc, elle dépend, donc si je vois la dépendance de cette énergie, elle dépend entre autres de la masse et de A au carré, de A. Donc, et plus précisément, c'est inversement proportionnel à l'extension du puits de potentiel. Donc, plus le puits de potentiel est d'extension petite, plus l'énergie est grande. Donc, l'énergie de confinement E1 est d'autant plus élevée que la largeur du puits de potentiel est petite, c'est-à-dire que la particule quantique est mieux localisée ou encore mieux confinée. Alors, à ce niveau-là, je vais donner deux exemples. L'exemple d'un électron de masse à peu près 10-30 kg, confiné dans un atome. L'atome, donc, le A, c'est de l'ordre 10-10 mètres, c'est l'ordre de grandeur du rayon atomique. L'énergie correspondante E1 à E1, c'est 10-18 joules, c'est-à-dire à peu près 7 électrons, à peu près 7 électronvolts. Et cette énergie, c'est de l'ordre de grandeur des énergies mises en jeu lors des réactions chimiques. Alors, si je prends un nucléon, c'est un neutron ou un proton dans un noyau, donc un nucléon confiné dans un noyau de masse de l'ordre de 10-27 kg, confiné dans un noyau, c'est-à-dire donc dans une région de l'ordre du femtomètre, du Fermi, du 10-15 mètres. L'énergie correspondante, c'est à peu près 70 mégaélectronvolts. Donc, vous voyez la différence entre l'énergie d'un électron et l'énergie d'un nucléon qui est très importante. Donc, plus la particule quantique est confinée, plus elle est confinée dans un domaine petit, plus l'énergie qu'elle peut mettre en jeu est grande. Donc, on dit que la physique, en résultat, la physique de l'infiniment petit est la physique des hautes énergies. Voilà, toujours, je vous donne les questions. Je vous donne la question suivante. Estimer l'expression de l'énergie de confinement E1, qui est donnée là, que je donne, en utilisant l'inégalité de Heisenberg spatiale. Donc, une petite démonstration en quelque sorte. Voilà, je vais donner quelques applications des puits quantiques. Alors, si je prends, par exemple, ça, l'arsenure de gallium, le GAS, qui est un semi-conducteur, je vais considérer son épaisseur petit a, en sandwich entre deux couches de AlGaS de part et d'autre qui sont des isolants. Donc là, un électron, il va se trouver localisé dans cette épaisseur A et ça constitue un puits de potentiel. Sur cette figure-là, je présente, cette figure-là a été prise avec, à l'aide d'un microscope à effet tunnel et elle montre le profil de potentiel vu par un électron. Donc, la région centrale ici, c'est la partie du GAS et de part et d'autre, elle est en sandwich de part et d'autre des couches de AlGaS. Voilà, ce type de composant microélectronique est utilisé surtout dans les cellules solaires à puits quantique, dans les diodes tunnels, dans les systèmes à détection et émission infrarouge. Alors, un autre cas, c'est dans le cas de un autre système qu'on peut modéliser par un puits de potentiel en chimie organique. Bon, là, les étudiants de PC2 ils peuvent comprendre plus ça parce qu'ils font de la chimie organique. Alors, si je prends la molécule de buta 1,3-diène, CH2, double liaison CH, simple liaison CH, double liaison CH2, alors, les deux doubles liaisons ici, séparées par une simple liaison, sont dites conjuguées. Donc, voilà la figure que je donne ici. Ces doubles liaisons sont fragiles, sont faciles à rompre. Les électrons
en suivant la flèche rouge, peuvent se déplacer dans ce sens-là et ils peuvent donner cette molécule en forme rouge, une forme mésomère, une première forme mésomère. Kif, les électrons peuvent se déplacer suivant la flèche bleue pour donner une autre forme mésomère. Et en réalité, ces électrons sont libres de se déplacer entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite de la molécule sans pouvoir quitter la molécule. Donc, cette longueur de molécule qui est de l'ordre de 0,4 nanomètres, constitue un puits de potentiel, là où les particules ou les électrons peuvent se déplacer. Alors, le domaine d'application de ça, c'est la spectroscopie UV visible. Voilà, donc j'ai terminé avec ce cours. Juste, je vais vous montrer une animation qui montre la quantification dans le domaine de la mécanique quantique. Alors là, je vais vous montrer une expérience. Voilà, une animation d'une expérience. Voilà. Donc ça, c'est un puits de potentiel. Une particule quantique, un objet quantique placé dans cette boîte, se comporte comme une onde et ne prend que certaines formes bien déterminées. Donc là, voilà, dans ce puits de potentiel, ça c'est la flèche de l'énergie, l'axe de l'énergie. Pour n égale à 1, le niveau fondamental et la forme de la fonction d'onde. N égale à 2, une autre forme de fonction d'onde. N égale à 3, une autre forme. N égale à 4, une autre forme de fonction d'onde. Et ces fonctions-là sont les fonctions que j'ai données tout à l'heure. Et ça vous rappelle les exemples que j'ai dit tout à l'heure, l'exemple de la corde vibrante, là où on fait apparaître les nœuds et les ventres, et l'exemple de la cavité, là où on fait apparaître des nœuds et des ventres de vibration. Donc voilà pour différentes valeurs de n. Donc voilà, j'espère que c'était clair et je vous remercie pour votre attention.